chargé de communication et médiation scientifique au Conservatoire botanique du Massif central. On vous a proposé avec les jardins fruités cette année une petite conférence sur le thème finalement de comment on pourrait imaginer, comment on peut construire un jardin pour répondre finalement à toutes ces attentes. Et bien sûr, je ne vais pas développer puisque ça va être l'objet de l'invité. Je voulais juste dire en préambule que, comme il s'agit du thème qui est évoqué tout au long de ces 2 jours, on invite également le public ainsi que les exposants à faire de même, à partager finalement leur conception du jardin à travers un petit dessin que vous pouvez accrocher sur ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Vous verrez quand vous descendrez dans le parc du château, il y a une petite corde à linge qui est tendue et qui descend juste là. Et si vous avez le temps, 5 petites minutes, vous pouvez vous procurer une feuille de papier et puis un marqueur sur le stand du Conservatoire botanique et du stand du jardin fruité pour dessiner le jardin de vos rêves ou le décrire ou écrire un petit poème ou quelques mots, voilà, pour expliciter ce pourquoi, enfin, comment dire, quel serait finalement le jardin de vos rêves. Et puis faire bénéficier, par cet intermédiaire, faire bénéficier tout le public, partager vos rêves, c'est intéressant aussi. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Donc je vous présente aujourd'hui Lise Marchal, qui est architecte paysagiste indépendante située à Clermont-Ferrand, je ne me trompe pas Lise, qui a pu travailler par le passé, pas très loin d'ici, à Saint-Georges-d'Aurac, et qui a notamment réfléchi l'aménagement du bourg en lien avec des pépiniéristes locaux pour travailler sur comment on peut introduire finalement la flore locale dans un aménagement paysager en plein cœur de bourg. Et cet aménagement est assez intéressant, était assez innovant finalement pour la région et puis même pour le label végétal que vous connaissez peut-être. Donc c'était un des premiers chantiers finalement à bénéficier un petit peu de cette démarche. Une démarche expérimentale qui a plutôt bien fonctionné et qui s'est essaimée un petit peu dans les jardins et les cœurs de bourg environnants. Et voilà, c'est comme ça qu'on a connu Lise, en tout cas moins son activité, et on l'a sollicité spécialement pour la Fête des Plantes de cette année, pour qu'elle nous fasse part un petit peu de ses conseils sur comment on peut concevoir un jardin de A à Z, de la réflexion, de la première pensée, vos rêves, jusqu'au résultat final. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne séance. À la fin de la séance, Marie-Jo fera passer un petit micro, voilà, au fond de la salle, elle fera passer un petit micro pour répondre à vos questions. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus et du coup d'avoir abandonné les plantes pendant une petite heure pour m'accompagner dans la conception d'un jardin. La présentation, du coup, va être faite un petit peu en différentes étapes. Donc, une très courte introduction personnelle, un petit peu juste pour savoir, pas tant pour parler de moi, mais pour que vous sachiez qui est en train quand même de vous parler, un petit peu de définition, jardin et paysage. Et puis ensuite, on va rentrer directement dans le thème donc de concevoir par étapes, programmer, analyser, spatialiser et schématiser, et ensuite réaliser, et puis forcément l'après-chantier. En se rappelant toujours que le jardin, donc, c'est un travail du vivant. Et dans les différentes conférences ou dans les personnes qui viennent aussi partager leurs connaissances ici sur la fête des plantes, forcément, elles vont toujours vous parler de prendre conscience du contexte écologique naturel pour ne pas chercher à installer un jardin qui soit contre nature, mais plutôt qui soit avec la nature. Comment tenir compte du changement climatique, maintenir et développer la biodiversité également au jardin. Et comment maîtriser les espèces exotiques envahissantes. Alors en l'occurrence, donc moi pour ma partie, je m'attacherai juste vraiment à la conception générale du jardin, sinon ça c'est vraiment des thématiques à part, mais il faut bien se dire que toute conception doit tenir compte de ces éléments-là, sachant qu'avec la clientèle de particuliers, c'est pas toujours facile parce que les attentes, et notamment dans les jardins périurbains, ce que je fais majoritairement autour de Clermont-Ferrand, vous le verrez, on n'a pas toujours les mêmes attentes et les mêmes acceptations, notamment en termes de végétal, que ce qu'on peut arriver à faire passer dans les communes rurales. Petite introduction. Donc personnellement, j'ai un diplôme d'ingénieur paysagiste donc de l'école de Blois. Désormais, en fait, c'est un titre de paysagiste concepteur. Donc en gros, je suis architecte paysagiste. Ils ont mis ce titre de paysagiste concepteur en fait pour pouvoir clarifier les choses, puisque le titre de paysagiste n'étant pas protégé,
Contrairement aux architectes, on n'a pas le droit de s'appeler architecte si on n'en est pas un et qu'on n'est pas diplômé. Tout le monde s'appelle paysagiste. Qu'on ait une entreprise qui fasse de l'entretien, de la création, qu'on soit un bureau d'études. Et finalement, ça porte un petit peu à confusion pour les gens de savoir vers qui s'orienter. Et beaucoup de personnes ne savent pas en fait que des bureaux d'études, des architectes paysagistes existent et peuvent venir vous conseiller dans l'aménagement de vos extérieurs. Souvent, les gens pensent aussi à aller voir des horticulteurs ou des pépiniéristes qui sont forcément d'excellents conseils pour les plantes, mais pour autant, ils vont pas forcément se déplacer chez vous. Ils peuvent pas prendre en compte l'intégralité en fait de vos problématiques. Et puis surtout, ce sont des spécialistes des plantes, alors qu'on verra que concevoir son jardin, eh ben forcément, les plantes c'est une thématique, mais on en a plein d'autres à balayer. Un paysagiste concepteur, pour moi, c'est avant tout, donc c'est une oreille attentive, donc une oreille par rapport à son client, et c'est aussi un observateur. On ne peut pas, pour moi, concevoir un jardin sans se rendre chez les gens pour voir leurs extérieurs, mais aussi l'intérieur, qui en dit beaucoup. L'idée du concepteur, c'est de pouvoir reproduire, créer ou transformer des émotions en construisant des espaces. On vient jouer avec des volumes, des matériaux, de la lumière, des couleurs. Finalement, c'est ça qui nous touche, nous, vraiment, dans le jardin, c'est le sentiment. Et c'est pour ça qu'on a une relation qui est très personnelle et qui va vraiment... comment dire, il n'y a pas réellement de standard, en fait. On a tous notre notion du beau, notre notion de ce qui est, j'aime pas employer ce terme, mais on l'entend souvent, propre ou pas propre. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin qui est bien conçu? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin qui est bien entretenu? Et donc, ce sont des notions très personnelles et forcément, en tant que paysagiste concepteur, on doit entendre et comprendre qu'est-ce que notre client comprend dans ces termes de jardin propre, jardin entretenu, jardin fleuri, etc., pour pouvoir l'accompagner dans ce qui lui fera plaisir en tant que jardin, mais également en essayant de distiller un petit peu de connaissances pour tous les néophytes, puisque finalement il y a encore beaucoup d'attentes sur le jardin, et de moins en moins de gens qui s'y intéressent réellement. Souvent, les gens pensent le jardin comme une extension de la maison. On aimerait bien que ça soit tout fini, toujours tout propre, un peu comme la peinture et le placo, et que quand les entreprises partent, eh ben, on a un résultat parfait. Mais malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, malheureusement pour les déçus de l'architecture et heureusement pour nous qui adorons les jardins, on travaille avec du vivant, avec des belles réussites, mais aussi quelques échecs. Petit retour, petite définition. Donc, la définition classique du paysage, c'est la partie d'un pays que la nature présente à un observateur. C'est une étendue spatiale transformée par l'homme, ou moins, et qui présente une certaine identité. Le jardin, c'est une portion pour moi de paysage, mais il est doublé d'une intention artistique et esthétique supplémentaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des paysages absolument magnifiques, que ce soit des paysages naturels ou agraires, etc., mais on a cette volonté artistique. Et donc forcément, pour moi, en fait, dans le paysage, on va travailler le jardin comme un enclos. C'est un espace, en fait, à notre image, à nous. C'est un monde qui est forcément artificiel, même si on y invite la nature, à un moment donné, on crée ou on bouleverse un petit peu des équilibres pour tendre vers ce qui sera notre jardin. C'est aussi une promesse à soi et aux autres de mieux vivre. Bon, on l'a tous vu pendant le confinement. Inutile de dire que ceux qui avaient le plaisir d'avoir des extérieurs et un jardin l'ont souvent vécu bien différemment de ceux qui étaient cloisonnés en appartement. Et pour tous, c'est un espace libre de création et d'expression. On voit aussi de plus en plus, et notamment dans les aires périurbaines, mais ça arrive bien aussi dans le rural, que les superficies sont de plus en plus restreintes puisqu'on on construit de moins en moins sur des grandes parcelles, pour de bonnes raisons aussi. Mais donc forcément, la richesse d'un jardin, elle ne se mesure pas que par sa superficie, heureusement, mais par la quantité de découvertes et de plaisirs qu'il nous procure. Alors, si vous pensez aux étapes de projet, alors forcément, par exemple, si vous m'appelez en tant que bureau d'études, je vais vous dire, premier contact, je vous fais une proposition d'intervention, une esquisse, on va dessiner des avant-projets, après on va passer en phase technique, on va consulter des entreprises, faire toutes les déclarations administratives, réaliser vos travaux, jusqu'à la fin. Oui, mais quand c'est vous? Comment est-ce qu'on va penser un jardin? Pour moi, la première étape, d'abord, c'est programmer. Et programmer, ce n'est pas chercher des solutions. Pas encore.
c'est surtout déjà prendre le temps de se poser la question de ce qu'on veut, de ce dont on a envie. Quand on parle de rêve de jardin, finalement, c'est au moment du programme qu'on peut se permettre de rêver le plus, et puis on entretient un petit peu ce rêve pendant les premières phases de conception. Programmer, donc c'est dire, c'est lister, essayer d'être le plus exhaustif possible, en fait, dans ses envies et ses aspirations personnelles. Je veux un jardin, pourquoi ? Certaines personnes vont vouloir un jardin pour produire des fruits, des légumes, des fleurs. D'autres, ça va être un lieu de détente. Certains vont vouloir davantage admirer. En fait, ça va être autant le plaisir de l'observation que réellement pas forcément être en activité dans le jardin. Pour d'autres, se baigner, se rafraîchir, se reconnecter avec la nature, jouer, faire des sports. Et puis, bien évidemment, comme au cœur de la maison, le jardin est aussi un lieu de rencontre et de partage entre famille et amis. Donc c'est un espace à soi, mais qu'on partage avec les autres. Et forcément, quand on dit partager avec les autres, certes, il y a toutes nos envies, mais il y a également les contraintes et les problématiques. On va travailler dans un certain contexte. Donc on peut avoir un superbe jardin, mais des nuisances sonores à côté, par exemple, des nuisances visuelles. Bon, petit clin d'œil souvent aux soucis de voisinage ou à la co-visibilité dont on me parle souvent. Et ça, par exemple, la notion d'intimité, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Certains de mes clients, ça leur pose aucun problème d'avoir une piscine implantée à un certain endroit et que tout le monde les voit. D'autres, s'il y a une petite fenêtre, même si c'est une fenêtre de toilette qui pointe un petit bout vers leur jardin, ils en sont malades et il faut absolument la masquer. Donc ça, on ne peut pas dire à quelqu'un « vous avez raison » ou « vous avez tort ». On a tous raison, entre guillemets, dans notre façon de ressentir notre jardin, au concepteur de pouvoir proposer la solution adaptée. Et puis, bien évidemment, il y a aussi, par exemple, là, j'ai mis l'illustration de cette dame qui a extrêmement chaud. On attend de nos jardins un maximum de fraîcheur. Je pense qu'on y pense quand même souvent. Et moi, ça me fait un petit peu de peine quand je croise un certain nombre de jardins où on a soif rien qu'en les regardant. Tous ces jardins qui sont extrêmement minéralisés, où on fait croire aux gens que c'est en mettant des bâches et des cailloux qu'on minimise l'entretien. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus. On ne voit rien de plus qu'un pissenlit au milieu des gravillons blancs qui sont devenus verts parce qu'ils étaient à l'ombre. Mais bon, moi, je suis plus d'avis pour planter plein de plantes. Et puis, le pissenlit, on le verra plus au milieu parce qu'on voit le reste. On s'en porte pas plus mal. Donc, bon, après, forcément, à chacun son type de jardin. Alors, à un moment donné, on va aussi chercher l'inspiration. Par exemple, on va regarder des belles photos de patios, de jardins, etc. Et puis, on va se rendre compte que l'inspiration qu'on peut avoir, elle peut être aussi sur une thématique très précise. Et alors là, c'est génial parce que tout l'étendue des possibles, vous avez demandé à un maçon de vous faire un escalier, il va s'empresser de vous bancher quelque chose en béton, ça sera fantastique, il aura juste calculé le nombre de marches et la largeur de passage nécessaire. Mais il y a tellement d'autres possibilités. Et ce sont toutes ces possibilités-là, en fait, qu'on évalue avec le client pour également lui donner des options qui soient en termes de réalisation ou en termes budgétaires. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, la solution A, mais par contre, peut-être que techniquement, vous n'avez pas les moyens de les faire, on devra faire appel à un professionnel. Par contre, il y a aussi la solution B qui va remplir la même fonction technique, mais que vous serez en mesure de pouvoir réaliser vous et qui s'intégrera également dans le style du jardin. Forcément, qui dit conception, dit également matériaux. Pouvoir concevoir des clients, avoir un retour. Alors forcément, vous, en tant que particulier ou professionnel du domaine, on a le retour d'une part des entreprises. Et personnellement, en fait, j'ai une petite dizaine d'années d'expérience, qui n'est pas énorme. J'écoute toujours beaucoup les entreprises, en fait, et notamment ce que j'appelle les gars qui font l'entretien. Parce qu'il n'y a rien de mieux que eux pour nous dire comment ça évolue dans le temps, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ils savent aussi détecter à l'avance les défauts qu'on peut avoir dans la conception. Et notamment certains défauts classiques du concepteur. Et je pêche aussi là-dedans, je l'avoue. Par exemple, la densité de plantation, parce qu'on a envie que nos clients aient un jardin qui rende, entre guillemets, rapidement, parce que vous savez que les gens sont très impatients de nos jours. Mais on sait bien qu'à terme, quand on a fait le plan, il y a certaines plantes qui vont prendre le dessus, mais tout ne va pas prendre non plus.
Et donc c'est vrai que parfois il y a des jardins qui sont vraiment très beaux et dès le départ on peut avoir certaines personnes qui vont être en charge de l'entretien qui vont dire « Ouh là là », ils sont déjà en train de s'arracher les cheveux et de se dire « ça va être compliqué à gérer ». Donc finalement c'est vrai que concevoir un jardin aussi, c'est le concevoir dans le temps, mais la notion de temps n'est pas la même pour tout le monde, pour chaque client. C'est-à-dire que j'ai parfois certains clients, en fait, ils vont être dans une ville pour quelques années et puis ils savent qu'ensuite ils vont déménager. Et ils veulent un jardin pour pouvoir profiter dans les 3 prochaines années. Et finalement, ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, ça les importe un peu, parce que bon, après moi, le déluge, ou puis qu'est-ce qu'on sait de la prochaine personne qui achètera la maison. C'est pas forcément une mauvaise approche. Après, il faut se dire, quelle est finalement les chances de survie de la conception et du jardin dans le temps, au fur et à mesure des futurs propriétaires. Il y a un chiffre, juste entre parenthèses, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup étonnée. C'est le nombre d'années moyen que les arbres restent en espace public à partir d'une conception. Et c'est une 15aine d'années. Alors c'est quand même fou de se dire qu'on conçoit des espaces extérieurs, on dit que c'est des arbres pour le futur, et puis en fait quand on regarde en réalité, en moyenne, au bout de 15 ans, ils sont souvent arrachés. Donc c'est dommage. Alors bon, quand c'est des petites vivaces, des choses comme ça, on peut se dire sur un arbre c'est quand même un peu plus embêtant. Donc les matériaux, effectivement, donc durabilité, le choix, savoir comment est-ce qu'ils vont eux aussi se comporter dans le temps et se patiner. Il y a des matériaux qui changent pas trop, il y en a qui changent beaucoup plus. Et là, c'est pareil. Alors tout le monde, souvent les gens adorent le bois, mais tout le monde aime le bois quand il est très récent. 6 mois après, oh non, ça commence à griser, j'aime pas du tout ça, etc. Il faut savoir l'entendre et justement dire si vous n'aimez pas, si vous voulez pas que ça grise, va falloir faire ceci, cela. Est-ce que réellement vous en avez envie? Est-ce que vous en avez le temps? Est-ce que c'est des contraintes que vous avez envie de vous imposer? Si la réponse est non, il faut choisir un autre matériau parce que c'est trop dommage de faire quelque chose, au tenté, dans les 3 premiers ou les 6 premiers mois, le client va être satisfait et puis après, il ne le sera plus. Et quand même, on est en règle générale sur des budgets qui sont importants et c'est pour le coup en absence de conseil de ma part que de ne pas dire aux gens, vous allez être satisfait pendant 6 mois, mais après 5 ans, pendant 5 ans, vous ne le serez pas. C'est quand même dommage. La même chose sur les végétaux. Il y a quantité de photos absolument magnifiques sur Internet ou d'endroits magnifiques qu'on peut aller voir. Et donc, forcément, j'ai plein de clients qui viennent avec des superbes photos en me disant « Ah, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique ». Je leur dis « Oui, alors souvent c'est oui, mais c'était cet été quand vous étiez en vacances et que vous étiez un peu loin. Vous n'étiez pas dans le Massif central. Donc ça va être compliqué de mettre en place ces plantes que vous aimez bien. » Alors, on essaye de trouver des équivalents ou de faire ressortir un petit peu le look ou des choses comme ça, mais parfois, il faut juste, je leur dis clairement, je dis certains végétaux, il faut savoir les laisser aux vacances et avoir ceux qui vont bien fonctionner chez nous, parce que aller contre nature ou s'imposer, les gens qui sont souvent dans les lotissements ou autres, ils ont déjà plein de bazar dans le garage, on sait qu'ils vont pas hiverner les plants, ceux qui vont pas tenir, ceux qui tiendront pas le froid. Alors après, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en acheter pour savoir qu'elles vont mourir tous les ans et on en rachète derrière? Je trouve ça un petit peu dommage, mais voilà. Et les éclairages. C'est vrai qu'on parle souvent du jardin de jour, mais il y a le jardin de nuit et qui prend une dimension complètement différente. Et c'est aussi une belle opportunité d'expression un petit peu artistique. Sur les luminaires, ça fait partie en déco avec le mobilier de plein de choses vraiment super sympas. Alors souvent, c'est la touche, c'est les quelques milliers d'euros de trop à la fin. Alors on verra que même si c'est ceux qui sont de trop, il ne faut pas les laisser de côté. Il faut quand même prévoir en amont dans les travaux, là où on aura nos futurs points, et on tire nos fourreaux et on laisse des attentes, parce que c'est quand même dommage de venir refaire des tranchées dans le gazon et dans les massifs, une fois qu'on a retrouvé quelques milliers d'euros pour avoir des spots. Et parfois, quand j'entends des clients qui me disent « Mais c'est pas grave, on mettra des petits spots solaires chinois, si j'en achète 30, ça fera bien la même chose ». Non, malheureusement, non, ça ne fait pas la même chose. Alors, essayons de faire les choses dans l'ordre, et c'est l'objet, du coup, de cette présentation. Et entre rêve et réalisme. Alors là, vous vous dites peut-être pourquoi est-ce qu'elle a mis une photo d'une nana où on parle de jardin. Parce que quand on s'inspire des choses, parfois il y a des choses qui nous plaisent beaucoup.
Et on ne sait pas toujours pourquoi. Alors moi, par exemple, quand j'ai vu cette photo ce matin de cette personne, je me suis dit, wow, elle est super, super coupe de cheveux, etc. J'adore. Est-ce que pour autant ça m'irait à moi? C'est pas sûr. Et en fait, est-ce que c'est vraiment la coupe de cheveux que j'aime? Non, en fait, j'aime bien la photo, j'aime bien le look, etc. Et en fait, cet effet-là, il nous arrive aussi quand on regarde des photos de jardin. Par exemple, on regarde celui de droite. C'est une photo récente là que j'ai vue sur Pinterest. Je l'ai vue tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est super. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on ne peut pas juste venir voir un paysagiste et lui dire, ah ça j'adore, c'est ça que je veux, il faut ça chez moi. Il faut essayer de creuser, comprendre qu'est-ce qui vous plaît. Alors dans la photo, finalement, qu'est-ce qui plaît? Est-ce que c'est une notion de matériau? Est-ce que c'est le côté, par exemple, assez incisif de la perspective? Est-ce que c'est finalement, vous voyez, entre la couleur des graviers, la couleur du ciel, on a l'impression qu'on a la végétation qui flotte un peu au-dessus de la maison, mais on la retrouve ici au milieu dans ce jardin assez minéral, ou peut-être que c'est le gorille, je ne sais pas. Finalement, s'il n'y a que le gorille qui vous plaît, on peut oublier tout le reste. Mais arrivons en fait à faire l'effort de se dire quand quelque chose nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît vraiment? Et ensuite, on a la partie analyse, c'est-à-dire avec quoi est-ce que je vais travailler. À la fois, forcément, une analyse dans sa dimension technique et aussi dans sa dimension sensible. À un moment donné, pour pouvoir planifier, il va falloir commencer par relever l'existant. Alors, dans des jardins très complexes, ou alors on va faire énormément de changements, moi je demande systématiquement de faire un levé topographique avec un géomètre pour avoir tous les points de niveau, les emplacements exacts, etc. Ce n'est pas forcément indispensable dans tous les cas, mais forcément, dans votre jardin, il va falloir prendre quelques mesures pour pouvoir s'y retrouver. Vous avez des sites internet qui sont bien faits aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, Géoportail par exemple, où vous pouvez voir, notamment il y a des anciennes cartes, il y a des photos aériennes anciennes, on voit l'évolution des paysages et de vos parcelles aussi. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que la parcelle ou le jardin dans lequel vous travaillez, il est dans son contexte. Et pour moi, en fait, il y a deux types de paysages. Il y a ce qu'on appelle un paysage emprunté et le paysage possédé. Le paysage possédé, c'est celui qu'on a sur notre parcelle. Par exemple, j'ai pris cette photo pour illustrer. Donc voilà, ça c'est ma façon de parler, c'est pas la mienne, hein, mais c'est ma terrasse, d'accord. C'est mon paysage possédé, celui sur lequel je peux influer. Mais il y a bien un paysage emprunté, il y a peut-être une vue, etc. Vous, dans votre jardin, c'est peut-être l'arbre de votre voisin ou une chaîne de montagne, etc. Et donc finalement, en fait, on opère très rarement dans un vase clos. À part si on travaille dans un patio, on va forcément emprunter des espaces extérieurs à la parcelle. Et donc il faut aussi se poser la question du devenir de ces éléments-là sur lesquels vous n'allez pas pouvoir forcément directement avoir une influence. On peut peut-être pas baser l'intégralité en fait du dessin de votre jardin sur, je caricature, mais sur un arbre qui serait chez le voisin, parce que demain, pour une raison X ou Y, il le coupe, vous, ça va tomber à l'eau. Donc du coup, voilà, c'est avoir conscience de ce qui est autour et qu'est-ce qu'on peut aussi emprunter au paysage alentour pour pouvoir construire le sien. Ensuite, forcément, il faut avoir un regard sur les écosystèmes environnants, sur notre sol, notre situation géographique, l'orientation, etc. Et puis, notre parcelle aussi dans le temps, au cours de la journée. Comment est-ce que je suis dans mon jardin le matin, le midi, le soir? Comment est-ce que je m'y déplace aussi? Il y a des endroits suivant les saisons, les moments de la journée qu'on apprécie beaucoup plus que d'autres. Donc finalement, nos activités, nos usages, nos envies, elles vont être flexibles, c'est pas figé. Alors comment est-ce qu'après on va figer, si on fige trop de choses dans le dessin, est-ce que ça va pas un peu nous restreindre? On va vouloir être à tel endroit parce qu'on a une super vue, mais en été on n'y tient pas parce qu'on meurt de chaud. Mais alors où est-ce qu'on va aller en été, qui soit tout aussi sympa, etc. Donc c'est cette réflexion-là qui, à mon sens, qu'il faut avoir. Et puis ensuite, on peut compléter par des outils d'analyse complémentaires, par exemple, avec, je vous montrerai juste quelques exemples juste après, les forces, les faiblesses du site, etc., les menaces, contraintes. Et puis il y a forcément, et pas principalement, mais c'est absolument indispensable, c'est la dimension sensible d'interprétation, la sensibilité personnelle, ou ce que d'autres personnes ont aussi appelé le génie du lieu, donc le genius loci. Moi, j'aurais envie de dire, en fait, à chaque fois que je vais chez un client, il y a toujours quelque chose qui m'accroche. Ça peut être un point de détail, ça peut être un matériau, ou ça peut être une vue, ça peut être ou l'envie de ce que la personne a envie de faire. Je trouve que dans chaque projet,
et qu'on aborde dans la vie d'une façon générale, dans le jardin ou autre chose, il faut trouver son angle d'attaque qui va faire qu'on a envie de gratter et puis d'aller au-delà. Et donc finalement, voilà, la dimension sensible, c'est vous, qu'est-ce qui vous accroche dans votre jardin, ou qu'est-ce qui vous accroche pas du tout à l'heure actuelle, et qui va faire en sorte en fait de pouvoir faire évoluer et orienter l'analyse purement technique vers cette analyse qui sera plus sensible. J'ai emprunté là quelques illustrations d'un de mes amis du coup qui a fait le même diplôme que moi, mais qui a poursuivi ensuite en permaculture. Et donc on voit qu'ils font différents types de cartographie d'espace en fonction de l'ombre, la lumière, en termes d'utilisation, etc. Ensuite se pose la question de spatialiser. Spatialiser à la fois l'analyse des espaces, et ensuite c'est schématiser et dimensionner les éléments du programme par rapport à leur fonction. S'il y a certaines personnes qui se sont intéressées à l'architecture, vous reconnaîtrez peut-être le type de dessin-là qui viennent des anciens livres à des Neufert. C'était ces livres d'architecture, mais qui sont aussi applicables en extérieur, et qui vous expliquent plus ou moins que tout est basé sur l'homme. Déjà, le gabarit, enfin, je veux dire, la hauteur d'une chaise, c'est pas fait au hasard, la hauteur d'une table, etc. Mais dans le jardin, c'est exactement la même chose. Et donc, forcément, nous, on va devoir dimensionner, une fois qu'on sait où est-ce qu'il serait agréable, par exemple, à tel moment donné, de se retrouver en famille pour déjeuner, la question c'est, mais on est combien en famille régulièrement chez nous? On est combien avec les amis? On ne va pas dimensionner du tout une terrasse si on a l'habitude de recevoir 15 personnes, ou si en général on est 5-6, ou si on n'est que tous les deux. Et donc forcément, qui dit nombre de personnes, dit taille de table, taille de mobilier, dit combien de dégagement je vais avoir besoin à l'arrière, etc. Pareil pour les piscines. Une piscine, pour quoi faire? Si c'est une piscine simplement pour se rafraîchir, c'est pas du tout le même type de forme que la piscine pour jouer avec les enfants, ni le même type de profondeur. C'est pas la même chose que ceux qui aiment nager. Donc c'est vraiment, voilà, quand on dit faut une piscine, piscine 4x8, terrasse, 30 mètres carrés. Ça veut rien dire. Et puis, 30 mètres carrés, il y a des 30 mètres carrés bien foutus et des 30 mètres carrés mal foutus. Donc, faut pas raisonner tant en termes de surface pure que réellement de se dire est-ce que je vais avoir l'espace pour pouvoir faire les activités dont j'ai besoin. Et puis, parfois, je vois certains clients qui pensent avoir besoin d'énormément d'espace parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, surtout dans le domaine potager. Alors, ils en ont jamais fait un, mais ils viennent d'acheter leur première maison, puis ils me disent, faire un grand potager, 90 mètres carrés. Alors, je dis, j'espère que vous avez du courage, parce que 90 mètres carrés de potager, vu là où vous habitez, le type de travail que vous avez, faudrait peut-être commencer par un peu moins, et puis après, voilà. Donc voilà, parfois on pêche aussi par excès de bonne volonté. Ou pareil, les massifs plantés, j'aimerais bien plein de fleurs là, et là, et là, et là. Oui, là ça commence à faire beaucoup. Il faut peut-être commencer petit et petit à petit arriver, parce que finalement il n'y a rien de plus dommage que d'avoir conçu quelque chose, rendu un produit fini tout à fait correct à un client, et puis après en fait ça dépérit très rapidement parce qu'on n'a pas été capable de correctement calibrer les choses. Ensuite, du coup, esthétique, donc conjuguer esthétique et fonctionnalité. À mon sens, dans la majorité des jardins, l'esthétique ne doit pas aller à l'encontre de la fonctionnalité. Même si c'est super beau d'avoir un premier plan planté, si à chaque fois vous devez faire le tour 15 fois, 20 fois, 30 fois quand vous voulez traverser le jardin, à un moment donné, ça va plus le faire. Et puis de toute façon, on voit bien les hommes, ils aiment bien couper. Quand je dis les hommes, c'est avec un grand H. Ils aiment bien couper tout droit, et on le voit bien dans les espaces publics. Il n'y a rien à faire, les parties plantées pour cacher les voitures des trottoirs, une fois sur deux, voilà, on est comme ça, on les traverse. Donc si on sait que ça va pas marcher, faut faire autre chose. Mais je pense que c'est dommage, finalement, de se retrouver à avoir des espaces qui vont devenir des contraintes alors que le jardin doit quand même être un plaisir. Et une fois qu'on a du coup donc spatialisé nos différents usages, qu'on les a calibrés par rapport à ce qu'on veut faire, on a commencé à en tirer un petit peu des bouts de plan avec des cotes et des surfaces qui correspondent à des surfaces utiles. Après, il y a le plaisir pour moi du travail en 3D qui permet de confirmer et de développer des intuitions.
je dis pas que la 3D c'est absolument indispensable, je pense qu'on peut s'en passer quand on est très très bon. Et personnellement, je me considère pas assez bonne pour pouvoir m'en passer complètement. Et c'est autant un outil de travail, ou même presque plus un outil de travail que de présentation. Donc voilà quelques exemples ici donc de schémas de croquis. Donc par rapport à la côté gauche, du coup, un jardin existant. Et puis finalement, voilà des premières simulations un petit peu d'orientation d'aménagement. Donc ça, voilà, pareil, toujours issu des croquis de permaculture d'Arnaud. Et puis voilà, alors après, forcément, là, c'est un exemple, c'est beaucoup moins sexy, hein, c'est de l'ordinateur, mais n'empêche que quand on a besoin de faire directement 1,50 m de large, tant de mètres carrés, etc., l'outil informatique est absolument indispensable. Mais il n'y a pas la dimension sensible, quand même, là, c'est le jardin version un peu dure. Hein. Et donc sur les 3D, bon, alors maintenant, on a de fantastiques logiciels 3D, qui nous permettent de faire voyager nos clients dans leurs aménagements extérieurs. Alors, c'est absolument génial, la 3D, je suis une grande fan. Par contre, c'est le monde des bisounours, hein, quand même, il faut dire ce qui est. Hein. Tout est absolument parfait, il n'y a jamais... Alors, on peut même quand même, si, j'allais dire, il n'y a pas une feuille qui traîne, c'est faux. Sur l'ordinateur, on peut poser des petites feuilles mortes, etc., pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Donc, c'est super, je les utilise au quotidien, ces logiciels, et ça, ce sont des illustrations de projets que j'ai pu faire pour des clients. Il faut quand même prendre garde. Donc, on sait qu'on est en conception, on est en phase rêvons. Oui, on essayera au maximum de tendre vers ça. Est-ce que vous aurez ça à la fin? Non, certainement pas. Il ne faut pas être, entre guillemets, faut savoir prévenir, savoir expliquer. Alors parfois les clients me disent « Ah mais du coup on va être forcément déçus ». Je dis « Bah non, faut se motiver un peu quand même avec une belle 3D pour lâcher un chèque ». Mais bon, après il faudra savoir qu'il y a quelques années derrière les plantations, etc. pour que qu'on tende vers un résultat tel qu'il a été dessiné. Une fois que tout ça s'est calé, après il y a vraiment la déclinaison technique du projet qui est indispensable à la fois pour les entreprises en réalisation, mais sinon pour vous aussi, pour caler finement vos niveaux, etc. En coupe et en façade sur l'intégralité des projets, vous savez que suivant le type d'aménagement que vous faites, il y a des déclarations préalables, des permis de construire, permis d'aménager, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble de documents qui n'est pas forcément aisé de produire quand on n'est pas professionnel. Après, d'autres personnes y arrivent très bien. Et donc ça, les concepteurs sont aussi là pour vous assister dans ces tâches. Et puis ensuite, voilà, on a déclinaison technique, entre guillemets, de la palette végétale, se dire, voilà, quelles sont les plantes que j'ai envie de voir ou de mettre en œuvre dans mon jardin. D'une part, est-ce que, elles sont belles ensemble sur les photos, mais est-ce qu'elles ont les mêmes besoins? Parce que si j'en mets j'en mets deux, une qui a besoin de l'ombre et de fraîcheur et l'autre qui aime le cagnard et le plein soleil, elle serait super belle l'une à côté de l'autre, mais bon, le problème c'est que si je les plante comme ça, il y a peu de chances que ça marche. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu gare aux photos et puis arriver à faire le bon choix. Mais typiquement, par exemple là-dessus, si vous avez besoin d'être accompagné, c'est sûr que les horticulteurs, les pépiniéristes sont tout à fait à même de vous dire, voilà, celles-ci font partie de la même famille, elles habitent dans le même type d'habitat, vous n'aurez pas de souci si vous les mettez ensemble. Et puis ensuite, donc forcément, je constitue des plans de plantation. Alors autant pour les entreprises aussi que pour les particuliers, parce que ça leur permet finalement, une fois qu'on a décidé en 3D et qu'on a conçu un massif, de pouvoir savoir déjà quelles sont les tailles définitives des végétaux qu'on envisage, et puis comment les positionner. Et j'ai des clients qui sont assez courageux et qui réalisent quand même des plans de plantation, des plantations de plans assez importants et plutôt avec des belles réussites. Et ensuite, déclinaison aussi forcément sur les éclairages, à savoir se dire qu'est-ce qui est de l'éclairage fonctionnel, qu'est-ce qui est de l'éclairage d'ambiance, et puis ensuite être assisté du professionnel au besoin pour voir où vont être les commandes intérieur-extérieur, est-ce qu'on a des endroits où on est sur détecteur, est-ce qu'il y a des éclairages d'ambiance qu'on veut pouvoir tamiser, c'est dimmable, ça ne l'est pas, etc. Et donc c'est bien dans une logique d'ensemble qu'il faut pouvoir travailler. En phase opérationnelle, au moment où vous êtes prêt à commencer à réaliser, forcément, préalablement, il y a eu une évaluation budgétaire.
Donc là, souvent, c'est on a lancé la belle 3D, puis après, pouf, le budget. Donc, soit les gens s'accrochent à la belle image et se disent, bon, comment est-ce qu'on va le réaliser, en combien de phases, parce que finalement, c'est souvent ça. Soit il faut faire des coupes franches, ou il faut revoir les choses. Alors, comme je dis toujours, dans la conception, il y a deux chemins. Soit on prend le chemin du rêve des possibles. On sait bien qu'on va pas faire Versailles, mais on essaye quand même de voir au mieux vers quoi on tendrait avec tous les desiderata du client. Ou si on a une contrainte budgétaire forte ou impérative dès le départ, il faut se la donner. Et puis dès le départ, dès les premières esquisses, on va évaluer plus finement, par exemple les surfaces, les choses comme ça, pour ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. Forcément, vous allez voir aussi dans la réalisation les histoires de contraintes temporelles, tant de saisonnalité que d'organisation de chantier. Il va falloir anticiper et puis voir aussi d'un point de vue du financement. Donc, en aménagement extérieur, vous voyez là comme c'est mis, il y a tout plein de corps de métiers différents parce que le paysage c'est large. Et donc soit vous pouvez aussi très bien trouver des entreprises généralistes qui sont capables de vous accompagner dans la majorité de ces corps de métier, ou sinon vous allez fonctionner avec chaque professionnel de son domaine. Inutile de dire que c'est beaucoup plus compliqué de coordonner 10 entreprises différentes sur un chantier qu'une ou deux. Bon, après, c'est chacun au gré de ses envies et de ses connaissances. Forcément, tous les travaux de terrassement, de maçonnerie, de réseau, ça c'est le préalable à tout, pour qui, entre guillemets, part de zéro. Après, une fois qu'on a sorti du coup les éléments principaux, on va pouvoir être dans l'aspect plus revêtement de surface, que ce soit les terrasses, tout ce qui est les parements, etc., les enduits. Pensez bien, quand on a des éléments de serrurerie, à se dire est-ce que c'est des éléments lourds, est-ce qu'ils vont être difficiles à mettre en place. Demain, j'ai pris une pergola, quels sont les engins qui vont devoir être utiles pour pouvoir me l'amener à tel endroit. C'est quand même un peu dommage de passer sur les pavés que je viens de mettre en œuvre et de risquer de les abîmer, etc. Donc, suivant la spécificité en fait de chaque projet, c'est de bien pouvoir discuter avec chaque entreprise ou la coordination des corps de métier pour que le travail de l'un n'impacte pas négativement le travail de l'autre. Sur les éclairages, comme je l'ai dit, ça fait partie entre guillemets des touches finales de déco, mais ça fait surtout partie des réseaux et donc des premières tranches de travaux. Donc forcément, voilà, il y a des choses où parfois on va se dire, on doit penser pour plus tard, même si on peut pas le réaliser complètement dans l'immédiat. Et puis ensuite les plantations, forcément, vous savez bien qu'on a des saisons de plantation. Alors en ce moment, il y a des plantes en vente, elles sont magnifiques, elles sont fleuries. Bon, tous ceux qui adorent les jardins savent que c'est le moment où on achète, mais il faudrait pas acheter parce que c'est pas le bon moment de les planter. Mais bon, on a tous un petit peu quand même des coups de cœur. Et du coup, plantation, ça veut dire, parfois c'est accepter de se dire, j'ai fait mon chantier et puis je vais devoir attendre 3 mois, 4 mois avant de pouvoir faire la partie plantation. Et certaines personnes seraient empressées justement quand on a souvent des projets de piscine. Mais j'aimerais bien que tout soit fini pour cet été, etc. Oui, mais bon, quand le pisciniste il finit en juin, demander au paysagiste de finir ses plantations en juillet, c'est une très mauvaise idée. Donc, vaut mieux quand même accepter d'attendre septembre, octobre, novembre, décembre, bref, le bon moment pour pouvoir finaliser les travaux. Et donc ça fait partie de l'éducation un petit peu des clients. Et ensuite, il y a après le chantier. La fin du chantier, c'est le début de la nouvelle vie de votre jardin. Et donc, c'est suivre son développement au premier stade. Et puis, plus tard, ensuite, l'entretien à moyen et long terme. Et puis, forcément, de nouvelles envies qui arrivent. Et puis, on se rend compte que, peut-être que le jardin, va falloir retrouver plus de flexibilité, plus d'adaptabilité. Et puis, faire le point sur les échecs et les réussites. Alors souvent, notamment, effectivement, au point de vue des plantes. Alors autant il y a des corps de métier où on vous souhaite pas du tout l'échec. Par exemple, la maçonnerie, c'est quand même assez embêtant. Bon, si c'est quelques plantes qu'on a pris parce qu'on avait un coup de cœur, on s'est dit on verra bien si elles tiennent et qu'elles ont pas tenu. Bon, chez moi, il y a certaines plantes, j'ai essayé une deuxième fois. Puis bon, quand elles sont mortes la deuxième fois, à un moment donné, il faut accepter que et parfois c'est très beau chez le voisin, pourtant on comprend pas parce que chez nous ça marche pas et on pense avoir le même sol, le même, mais bon, voilà. Donc c'est aussi finalement le jardin. Parfois c'est aussi savoir renoncer à certaines choses et puis pouvoir du coup s'adapter et pas trop s'entêter non plus.
Et donc ça, c'est pareil, un schéma du coup sorti du travail de fin d'études d'Arnaud, qui nous montre qu'en fait que d'un état initial, on est venu faire une analyse, on a fait un premier dessin, qu'on va venir, on fait notre chantier, du coup on le teste, etc., on l'implémente, ensuite on vient l'entretenir, et puis après on voit que finalement il y a de nouveau une phase d'analyse qui va arriver, parce que finalement le jardin, c'est saisonnier, c'est continu, ça recommence à chaque fois, donc on va réanalyser, puis peut-être qu'on va redessiner certaines parties du jardin, puis recommencer. Donc c'est pas tellement... c'est une spirale en fait, c'est un peu sans fin, un jardin. Et puis donc ensuite, là je vais pas prendre la parole beaucoup plus longtemps, juste laisser la place aux questions, mais je passerai juste un petit peu ici, voilà, quelques photographies ça c'est des exemples, ça c'est chez moi là les premières photos, et ensuite des exemples de réalisation, voilà, des avant-après chez des clients. Où on est principalement sur des jardins. Bon là on est banlieue autour de Clermont, avec des modifications qui peuvent être très importantes en termes esthétiques ou autres. Et après voilà, souvent on est sur des attentes qui sont quand même c'est très le jardin propre, très le jardin contemporain. Voilà, il faut s'adapter. C'est pas du jardin de campagne partout, mais parfois on répond uniquement à des problématiques purement fonctionnelles qui étaient restées. Par exemple, là, cette maison-là, c'était resté en l'état pendant 15 ans. C'est au bout de 15 ans que les clients se sont dit, il faudrait quand même qu'on aménage l'entrée parce qu'on a une porte d'entrée qu'on n'a jamais utilisée. Voilà, parfois on peut changer complètement, mettre en valeur. Voilà, ça c'est plein centre Clermont, hein, par exemple. Changer des entrées, puis après avoir le plaisir de pouvoir développer des petites ambiances, des petites touches déco. Les envies de piscine. Alors bon, là maintenant ça s'est un peu calmé quand même, hein, avec les soucis qu'on a sur l'eau, et puis les gens commencent quand même à entendre beaucoup que c'est plus trop la bonne idée. Mais concrètement, moi dans mon activité, 9 clients sur 10, c'est pas tellement un jardin qu'ils veulent, c'est une piscine et le jardin qui va autour. Et alors parfois, on veut une piscine tellement grande que du jardin, il y en a plus beaucoup. Mais bon, on arrive quand même à faire des trucs sympas, mais après on s'éloigne, on n'est pas dans le jardin de campagne forcément. Voilà, après c'est du moderne, des différents types d'entrées. Alors ça, si, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que par exemple, voilà, moi j'aime bien le vert. Pour autant, je suis pas du tout pro gazon synthétique, mais il y a certains types d'espaces où je trouve que ça peut apporter un petit plus. Alors je dis non pour entartiner 300 mètres carrés dans un jardin, même si je m'entends très bien avec ses fournisseurs. Mais oui pour les petites touches où on sait que voilà, ça va marcher, et puis apparemment en plus le chat apprécie. Puis voilà, puis après parfois il y a des clients comme celui-ci où il m'avait demandé juste de l'aide sur de la conception, et puis après il s'est débrouillé tout seul donc pour suivre son chantier. Et puis une partie des travaux, puis franchement, je veux dire, il a quand même plutôt tenu le bon bout. Puis voilà, pareil, de la déclinaison d'ambiance. Ce qui fait toujours plaisir, en fait, après, c'est la deuxième phase quand on retourne chez ses clients. Par exemple, là, j'étais retournée 4 ans après, de voir comment est-ce qu'ils se sont appropriés les extérieurs, et puis de pouvoir se dire, savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a pas marché. Parce que forcément, on a besoin de savoir ça pour pouvoir concevoir mieux les fois d'après. Voilà, après ça c'est une petite cour familiale où les gens avaient fait en fait le premier aménagement tout seul quand ils avaient acheté la maison, puis au bout de quelques années ils se disent bon allez on aimerait bien changer un peu, et donc voilà, après c'est le plaisir de plein de petits détails ludiques. Là les enfants en fait ils montent en dessous au-dessus du toit de l'abri, ça leur fait leur petite tour château fort. Voilà, il y a plein de petites choses, les voilages, c'est des petits détails. Et puis c'est vrai que quand on voit que les gens, parce que là pour le coup c'est pas moi qui ai acheté le mobilier, les coussins, etc., mais on voit que les gens ont vraiment plaisir à investir les extérieurs, donc c'est toujours sympa. Et puis après voilà d'autres exemples sur Clermont où c'était parfois faire une extension sur une terrasse. Alors on est toujours dans le domaine du paysage, mais on est quand même le travail du bois c'est quelque chose d'assez particulier. On venait intégrer un spa, puis en fait c'est pour avoir toute la vue sur Clermont, donc ça leur a permis réellement de rendre ce jardin beaucoup plus fonctionnel. Et donc c'est vrai que c'est toujours le retour positif forcément ou négatif des clients qui nous permet après de pouvoir avancer en conception. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
C'est toujours la première la plus difficile. Témoigner, poser une question. Oui, et votre avis aussi, hein, pas forcément. C'est pas forcément des questions dans le sens de l'enseignement. Je suis aussi très curieuse de savoir qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, voilà. J'aime la critique, n'hésitez pas. Mais non. Comment vous trouvez votre inspiration ? Alors l'inspiration. Alors pour moi, elle se trouve beaucoup dans les voyages. C'est vrai que c'est le côté découverte. Je pense que quand on dit voyage, il n'y a pas que les grands voyages. On n'a pas besoin de partir très loin pour avoir de l'inspiration. Pas plus tard que l'autre jour, justement, quand mon ami là qui a fait de la permaculture est venu passer chez moi une soirée, on allait promener son chien dans 2 bouts de rue où j'avais jamais été. Voilà, j'ai vu des trucs super sympas. Donc c'est l'inspiration, c'est vraiment juste garder les yeux ouverts sur ce qu'on a autour de soi et des petits éléments de réussite dans tout ce que les gens font autour de nous. Finalement, je trouve que c'est ça qui nous inspire le plus. Alors, moi, j'avais une question sur l'intégration, presque dans le temps, puisqu'il y avait quand même une tradition de jardin. Il y a les plantes qui marchent et qui marchent pas, on les connaît peut-être, en fonction des régions. Alors, c'est peut-être même un peu trop classique, je sais pas. On remarque souvent que quand quelqu'un commence à faire quelque chose, on le trouve dans tous les jardins du voisinage. Comment vous vous situez par rapport comment vous faites pour, on parle de création, comment faire avancer quelque chose sans que ce soit artificiel par rapport à ce qui a toujours existé. Je ne sais pas si vous voyez la question que je pose. Alors, je pense que, du point de vue du choix des plantes, c'est vrai qu'il y a, entre guillemets, celles qu'on connaît qui fonctionnent, entre guillemets, à coup sûr. Ce qui est difficile avec les plantes, c'est un peu comme les habits, il y a aussi toujours des effets de mode. Et parfois j'essaye de dire aux clients, c'est pas tant la plante en elle-même qui est un peu datée, ça peut être soit parfois son utilisation ou son association. Et quand on la voit justement avec d'autres plantes, ça permet de casser un petit peu l'image. Alors, et c'est vrai que souvent j'ai la remarque des gens qui me disent ah oui, celle-là je la connais, je la vois partout, elle est dans toutes les communes. Du coup j'en veux pas. Ah oui, mais si elle est dans toutes les communes, c'est sûrement qu'elle marche bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens d'entretenir, etc. Donc c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que tout le monde a un avis sur les plantes, en tout cas un avis esthétique entre ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Je pense qu'après on arrive à twister le truc avec la composition, où ça peut être finalement ramener un élément de déco différent qui va changer le regard qu'on a sur ces plantes qui marchent bien et dont on a de plus en plus besoin, parce que autant effectivement je pense qu'on peut faire preuve d'un peu d'exotisme, on peut tenter des choses et il faut tenter des choses. Mais ce que je dis toujours aux clients, c'est on le tente, mais pas sur 300 mètres carrés, parce que sinon, alors moi je vais me faire décapiter si tout est mort après, et puis vous serez déçus. Donc c'est vrai que la difficulté aussi, c'est toujours les gens ont envie d'ailleurs. Voilà, le jardin, c'est s'évader ailleurs. J'ai pas envie d'être dans le Puy-de-Dôme, j'ai pas envie, je veux être en vacances, mais c'est difficile en fait finalement d'être. On n'est pas en Méditerranée quand on est dans le Puy-de-Dôme. Donc est-ce qu'il faut pas accepter le fait qu'on n'y est pas et se dire quel est l'environnement qu'on peut construire avec les plantes. Mais juste pour rebondir sur l'histoire des plantes, à Saint-Georges-d'Aurac, quand on a fait l'aménagement du centre-bourg, donc on a utilisé uniquement des plantes locales, et pas uniquement produites localement, mais qui étaient bien présentes à l'état sauvage. Et en fait, donc c'est le conservatoire botanique juste à côté, qui avait fait des cartographies. Les pépiniéristes étaient venus aller prendre dans ces espaces naturels les plantes, elles les ont multipliées et ensuite on les a fait planter avec le lycée agricole d'Issingeaux. Et finalement au début c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu la crainte de se dire on va planter que des mauvaises plantes, c'est de la mauvaise herbe, c'est des choses comme ça, mais finalement quand on les met toutes ensemble,
ça marche bien. Alors je m'étais dit bon, j'ose pas trop le tenter quand même. Il faut que les gens aient aussi des repères, des choses qu'ils ont l'habitude. Alors on avait mis des boules de buis parce que bon, on s'est dit bon allez Piral et compagnie, mais ça faisait partie aussi de la liste des plantes locales. Vous posez pas de questions. Hein. Les premières qui ont toutes crevé, c'était les grosses boules de buis. Hein. Donc finalement, on s'en se serait bien passé. Et puis en plus, ça a été une dépense importante en termes de végétaux par rapport à la réussite qui était complètement nulle sur ces plantes-là juste derrière. Donc finalement, parfois, faut peut-être juste oser y aller complètement et se dire, voilà, avec le changement de regard que les gens finissent par porter, on peut prendre le risque des anciennes ou le risque des plantes sauvages. D'accord. Par rapport aux plantes sauvages ou locales, vous savez exactement dans les secteurs celles que vous pouvez proposer sur Clermont-Ferrand, en ville, par exemple, puisque... Alors après il y a deux. Alors la réponse courte c'est non. Après, alors moi, ce que j'aime toujours, par exemple, typiquement, on refait ce même type de projet d'usage végétal à Caire, du côté du Puy-en-Velay. Sur ce choix précis de plantes, et surtout quand c'est des plantes entre guillemets un peu plus particulières qu'on connaît moins bien, je demande toujours aux pépiniéristes et aux producteurs qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui marche et dans quelle proportion on a envie de tenter certaines choses. Je travaille avec elles sur la constitution d'une palette végétale et ensuite on va la mettre en œuvre, entre guillemets, on va faire la composition. Mais savoir exactement qu'est-ce qui marche ou autre, bon moi je le vois quand je me balade dans la nature, qu'est-ce qu'on a. Mais souvent, on artificialise tellement les choses dans le jardin, on ramène une autre terre, de toute façon, on repart. Bon, forcément, on n'a pas changé l'altitude, on n'a pas changé l'orientation. Enfin, déjà, quand on change la terre, ça change quand même beaucoup de choses, je vous apprends rien. Donc, c'est vrai que finalement, on a l'impression que il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on joue facilement, mais quand on veut changer peu de paramètres, moi, je demande réellement aux vrais professionnels du domaine des plantes, parce que je suis pas et maçon et électricien je fais pas des plans de ferraillage béton. Et même si le végétal fait partie de mon métier, et c'est une partie très importante, je ne suis pas une spécialiste des plantes locales. Donc je demande aux spécialistes des plantes locales de me dire qu'est-ce qui marche. Je vais essayer de poser une question. Vous disiez que les clients, y a-t-il souvent des désillusions par rapport à un devis où ils sont vraiment, quand ils font appel à vous pour un aménagement, ils sont plutôt dans le bon tarif ou il y a des désillusions sur ce qu'ils demandent et ce qu'ils peuvent avoir? Alors, c'est vrai que souvent, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la question budgétaire, mais forcément, lors du tout premier rendez-vous, quand je parle aux gens, je leur pose la question de leur budget. Quelle est l'enveloppe que vous voulez consacrer à ce projet? La réponse est toujours la même. Mais je ne sais pas combien ça coûte. Je ne vous demande pas combien ça coûte. C'est à moi d'évaluer combien ça va coûter. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas fait la liste de ce qu'on veut, qu'on n'a rien dessiné, je ne peux pas vous dire combien ça va coûter. Mais quelle est l'enveloppe budgétaire maximale? Ou avec quoi est-ce qu'on travaille? Et là, souvent, les gens réalisent que les extérieurs, ça coûte très cher. Quand on fait tout faire par un professionnel, ça coûte très cher. Dans des projets d'aménagement d'ensemble, comme ceux que vous avez vus, par exemple, dans les exemples que j'ai projetés, il faut savoir que la part végétale, c'est 10% du chantier, 15% grand maximum quand on a quelques belles plantes. Mais par contre, voilà, une piscine maintenant, de toute façon, à moins de 50 000 €, on fait rien. On met des bouts de terrasse, de la maçonnerie, etc. Donc dès le départ, pour casser un peu le truc, quand j'ai des clients qui démarrent vraiment de zéro, souvent sur des maisons récentes qui viennent d'être construites, il faut savoir que quand on attend à peu près le même niveau de prestation, entre tout ce qu'on a fait à l'intérieur et qu'on veut la même chose dans les extérieurs, on est entre le quart et le tiers du budget qu'on a mis dans la maison neuve, en partant vraiment de zéro. Et quand on fait tout faire par des professionnels. Donc c'est vrai que les personnes qui me contactent, un petit chantier, entre guillemets, pour moi, ça démarre à 50 000 €.
Vous en avez vu à 50, à 100, 150, 250 pour certains. Alors évidemment, quand on a 250 000 euros sur le jardin, on a, comme vous l'avez vu un peu, il y a des maisons, voilà, c'est des maisons à 800, c'est des enveloppes globales à 1 million ou plus. Ça veut absolument pas dire qu'on peut pas faire quelque chose de sympa avec 1000, 2000, 5000 euros. Mais c'est vrai que dès le départ, je leur dis, ça va pas passer. Et je pense qu'il faut pas entretenir l'illusion. Surtout parce que la première attente des gens n'est jamais le végétal. C'est toujours, ils ont toujours envie d'une terrasse, d'une piscine, d'une pergola. Et bon, va bien falloir planter un peu. Et donc forcément, voilà. Donc c'est dès le départ, dès le premier rendez-vous. Et si, voilà, ils savent qu'après, soit on poursuit plus loin, mais sinon. Et après, sur la taille des arbres, ils ont des exigences, c'est-à-dire que on sait que ça va conditionner le prix du végétal. Donc ça joue là-dessus, où ils vous demandent tout de suite des arbres qui font, si on parle d'olivier qui est très à la mode, on va tout de suite vous demander un olivier qui fait 3 mètres ou... Bah souvent oui, c'est vrai qu'il y a les plantes qui vont faire partie du rendu immédiat dans le jardin, et après entre guillemets il y a tout le reste. Souvent oui, il y a une attente, notamment l'ombrage, on voudrait tout de suite un arbre qui fasse beaucoup d'ombre. On peut, ça va marcher. Sauf que on sait très bien aussi que le temps qu'ils s'adaptent, le temps qu'ils reprennent, etc. On gagne pas réellement en nombre d'années. Mais les gens n'étant de nature pas très patiente et la majorité de mes clients, comme vous avez pu le voir, n'étant pas entre guillemets des gens de jardin de campagne qui vont jardiner par plaisir, etc. pendant toute la semaine ou tous les week-ends ou les vacances. Eux, ce qu'ils attendent, c'est un résultat, un jardin moderne, où quand tout le monde va arriver, ils vont se dire « Waouh, c'est super », qui vont faire entretenir par quelqu'un. Et donc forcément, il faut que les végétaux soient dimensionnés en conséquence pour avoir... Voilà. Et en ce sens-là, je réponds à leurs demandes, parce que c'est aussi mon métier. C'est qui vous posez une autre question? Non. Il n'y a plus de questions? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cette très intéressante conférence. Merci. Eh ben, merci à vous. À bientôt.